faut prendre un peu de hauteur pour l'embrasser pleinement. À 400 mètres à bord du petit avion de Jean-Paul, l'Aisne dévoile l'étendue de ses richesses et ses couleurs automnales. Remarquable et étonnant comme la hauteur du diable qu'on aperçoit en bas. Ils sont les gardiens de la forêt de Coincy au sud de l'Aisne. Lui, on l'appelle le dinosaure L, la baleine, surnom de ces géants de pierre qui semblent nous observer entre les grands chênes. Mathilde étudie ce chaos géologique créé, dit-on, par Satan en personne. Voilà pour la légende. L'explication scientifique est tout aussi surprenante. En fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'il y a 50 millions d'années, ici c'était la mer avec des bulles de sable. Et en fait, vers 30-40 millions d'années, le sable s'est cimenté et a formé les blocs de grès qu'on trouve ici. 30 km plus au nord, on aperçoit déjà Soissons et deux flashs qui la surplombent fièrement. Notre point de repère à la découverte d'une cité historique. Alors là, on est à Saint-Jean-des-Vignes. C'est un lieu vraiment majestueux et souvent le plus beau lieu de l'Aisne. Donc je suis un peu chaudée là-dessus. Et pour cause, Valérie est guide bénévole à Soissons. De cette vieille demoiselle du XIe siècle, elle connaît tous les secrets. Saint-Jean-des-Vignes, une abbaye au passé tourmenté de l'église, il ne reste aujourd'hui que l'ossature, vestige de son saccage à la Révolution. Quand l'église était rendue au clergé après la Révolution et après le Concordat, l'évêque vend l'église à un maçon qui s'en sert comme un carrière de pierre. Et on a eu la chance de garder la façade, d'une part l'électricité a démonté, d'autre part la pierre est difficile à utiliser et on a un grand homme, Victor Hugo, qui l'aimait beaucoup. Et il a relayé à Paris une pétition disant arrêtez les massacres. Et grâce à ça, on a pu préserver cette façade majestueuse. Mais si le nom de Soissons résonne à vos oreilles, c'est sûrement à cause d'un certain roi mérovingien. En 486 après Jésus-Christ, il chasse les bienheureux qui promènent de la ville. C'est la fin de l'Empire romain d'Occident. Et il décide de s'y installer parce qu'il voit qu'il y a des bonnes infrastructures et il en fait sa première capitale. Donc c'est la première capitale du royaume de Franc, avant Paris. L'histoire toujours sur la route qui nous mène à Laon. Cette route, c'est le chemin des dames, l'une des défaites françaises les plus meurtrières de la Grande Guerre. En avril 1917, près de 110 000 poilus sont tués ou blessés ici par les Allemands. Sur notre trajet, de nombreux cimetières militaires en témoignent. Face à la crête, sur les hauteurs, un village qui, comme beaucoup ici, restera à jamais lié à cette offensive. Mont-Sans-Lanois, 1200 habitants et parmi eux Michel et sa maison très particulière. Bonjour. On est de passage à Mons. Entrez, vous voulez visiter un petit peu? D'accord, je passe devant vous. Alors là, vous êtes en face d'une maison trop boutique. Des grottes creusées par l'homme pour exploiter la pierre dès le Moyen-Âge. Ici, on les appelle des creutes. Michel nous emmène à l'arrière de sa maison dans le souterrain. Il y a un siècle, en pleine guerre, il servait d'abri stratégique de brebis au sol. Ils ont été occupés par l'armée allemande. Ils étaient tranquilles, hein, ils étaient bien. C'est pas un obus comme celui qui tape vraiment et puis qui passe à travers. Et quand c'est carreau, il reste là. De sa fenêtre, une autre place forte, beaucoup plus importante, émerge du paysage. La vieille ville de Laon, surnommée la montagne couronnée, nous y sommes attendus pour le café. C'est un intérieur cossu, au calme en plein cœur de Laon. Oui, on va faire une petite promenade sur les remparts que vous pouvez. Lorsqu'ils l'ont rénové il y a 35 ans, Christian et Marcel ont fait une découverte magique derrière les murs de leur salon. Quelques coups de burin et soudain, sous les gravats, un visage auréolé, celui de la Sainte Vierge. Et là, nous nous sommes dit, c'est certainement une annonciation qui va apparaître. Ce qui s'est avéré juste. L'annonciation donc serait datée du fin 14e. Ce fut un peu comme, on va dire, un miracle.
Des trésors cachés, l'an recèle encore, c'est sûr. Entre ces remparts, plus de 80 monuments historiques, c'est le plus grand secteur sauvegardé de France. Des chapelles, des hôtels particuliers, et dans ces ruelles pavées, une ambiance hors du temps. C'est très romantique, très très beau, très beau. Toute petite ville, une toute petite enceinte, tout le monde se connaît. C'est vraiment la qualité de vie idéale pour se marier. Quittons l'an, direction Saint-Quentin, au nord toujours, à travers champs. La récolte des betteraves bat son plein. Rencontre avec Guillaume, un agriculteur en plein arrachage. Dans l'Aisne, c'est 2150 exploitants qui produisent de la betterave. Ça veut dire qu'un Marseillais qui sucre son café, ça peut être du sucre, de l'aine, de la Picardie. Tout à fait. Le lait est le principal producteur en France de sucre de betterave. Il nous reste une dernière étape sur les routes de l'Aisne. Une balade au fil de l'eau en bateau, une barque traditionnelle. À la barre habite l'un des protecteurs des marais d'île, une réserve naturelle de 50 hectares, paradis pour les oiseaux migrateurs. Un dédale de chenaux, de cours d'eau, d'îlots, qui représente vraiment un havre de paix pour de nombreuses espèces. Et de se promener comme ça au cœur du marais, en s'imaginant qu'il y a la ville à proximité, c'est vrai qu'on ressent un grand privilège. Il y a toujours des choses à découvrir, quoi. C'est extraordinaire. Et sous le soleil, le marais prend des couleurs d'or. Au loin, déjà, les premières maisons bourgeoises de Saint-Quentin et sa basilique, une autre merveille de l'Aisne. Mais ça, c'est une autre histoire. Et c'est justement cette histoire que nous allons maintenant vous raconter. Saint-Quentin, ville détruite à 70% lors de la Première Guerre mondiale, reconstruite par les architectes des années 20, elle va devenir le laboratoire de l'art déco. Bien plus qu'un style, c'est avant tout un mode de vie, celui du luxe, du progrès et des années folles, dont le faste et l'écho s'entendent encore aujourd'hui, comme nous le montrent Guillaume Desplanques et Thierry Chartier. Regardez. Passionné d'architecture, Frédéric apprécie le charme du centre-ville de Saint-Quentin. Il lui suffit de lever les yeux pour admirer les façades qui se perdent dans le ciel. Difficile d'imaginer qu'au lendemain de la Grande Guerre, la cité picarde est détruite à 80%. Sa reconstruction coïncide avec les années folles. Les architectes de l'époque privilégient l'art déco pour investir les lieux. Le style de l'art déco est en rupture avec le style précédent qui était l'art nouveau, qui était tout en courbe, en forme lascive, en souplesse, on va dire. Là, on a beaucoup plus de rigueur. Il y a une guerre derrière soi et on ne s'attend pas à la suivante. Les portes des édifices et des maisons allient le métal et le verre. Il suffit de s'approcher pour apprécier l'art du fer forgé. Le métal est travaillé, ici il est martelé. On le voit bien dans le détail. C'est pas un métal brut. On lui donne une vie, on lui donne une surface. Frédéric nous fait découvrir un autre joyau. Emprunter cet escalier pour rejoindre la salle du conseil municipal, c'est faire un bond en arrière de près d'un siècle. Des lampes en fer forgé, aux meubles en passant par les chaises au cuir patiné, le temps s'est arrêté en 1925. Dans les années 70, on a beaucoup de ce patrimoine qui a disparu, qui n'était plus au goût du jour. Notre chance à Saint-Quentin, c'est que cette salle, qui est classée monument historique, a été conservée intégralement. On n'a même pas changé les lampes, on a juste rajouté les micros, parce qu'il faut bien que les conseillers aujourd'hui puissent s'entendre et qu'on puisse enregistrer le conseil. On est vraiment dans une œuvre d'art conservée, et ça, c'est une pièce unique. Guide conférencière, Chantal est une privilégiée. Elle possède les clés d'un trésor interdit au public. Si on allait faire un petit tour tous les deux. Ah oui, encore. Mais en haut, allez, on y va. Pour le découvrir, il faut emprunter un escalier de service. Avec émotion, elle nous invite à s'imprégner des lieux. Nous venons pénétrer bien dans les anciennes nouvelles galeries. Moi, ce que j'aime ici, c'est le volume. Puis c'est vrai qu'il faut l'imaginer avec toutes les boutiques et avec les gens aussi, bien vêtus. Bon, on aurait quand même envie qu'il revive un petit peu. Bon, on sait qu'il est préservé, il ne s'abîmera pas plus. Mais bon, le voir vivre, ce serait quand même quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Bon, c'est pas un musée de l'art déco, bien sûr. Tiens, on va continuer nos rêves. Hein. Un autre lieu fermé lui aussi au public est en cours de réhabilitation. Le
buffet de la gare. Ouvert en 1926, il accueillait les passagers du Paris-Bruxelles venus profiter de l'une des meilleures tables de la ville. La décoration est superbe, du dallage à la mosaïque, en passant par ses vitraux. Chaque verre va transmettre la lumière d'une façon différente, avec un coloris, avec une intensité différente. Alors vous avez le verre cathédrale, vous avez le verre en pointe de diamant, vous avez du verre strié, il peut être jaune, il peut être blanc, légèrement grisé. À Saint-Quentin, 3000 édifices sont recensés Art déco, 40 sont classés remarquables. Une politique d'incitation à la restauration a permis de sauvegarder ce patrimoine. Et l'on méconnaît aussi la contribution de l'Aisne au rayonnement de la France. C'est ce département et plus particulièrement le village de Saint-Gobain que Louis XIV avait choisi pour l'une de ses manufactures royales. Il y a 350 ans exactement, on commence à y fabriquer des glaces et des miroirs. Aujourd'hui, Saint-Gobain est le plus vieux groupe du CAC 40 présent sur les 5 continents. Christine Chapelle et Maxime Rousseau. Quel est le point commun entre le château de Versailles, le métro parisien, la pyramide du Louvre et le robot martien Curiosity? Le point commun, c'est cette petite ville, Saint-Gobain. En 1665, ce n'est qu'un petit village fortifié, perdu au milieu des bois. Louis XIV a besoin de miroirs pour construire sa future galerie des glaces. Les Vénitiens de Murano règnent alors sur l'industrie verrière en Europe. Pour déjà à l'époque encourager le Made in France, Colbert décide de créer une manufacture parisienne. À Paris, les espions rôdent, y compris des espions vénitiens qui ont bien envie de prendre leur revanche sur la création de la manufacture française. Et donc on se dit qu'il faut retirer ce procédé des yeux un peu trop curieux et le développer de façon plus sûre dans un site discret, protégé et à distance de Paris tout de même. Car ici, on développe un nouveau procédé, on ne souffle plus le verre, on l'étale sur des tables. Ce qui permet de créer des miroirs de plus en plus grands. Ils deviennent à la mode. Pendant un siècle, le site de Saint-Gobain ne cesse de s'étendre. Dans ce bâtiment de 1776, nous sommes à l'angle où se trouvait le bureau du directeur avec son petit appartement continu. Évidemment, une position idéale pour diriger son usine, puisqu'il donnait de sa personne lui-même, puisque lorsqu'on coulait le verre la nuit, s'il était prêt pour la nuit, il se levait et il assistait aux opérations. Maurice Hamon, retraité du groupe Saint-Gobain, a étudié toute l'histoire du site. De la manufacture du XVIIe siècle ne reste plus aujourd'hui que ce portail de pierre et quelques bâtiments. Nous sommes ici au fond de ce qui était jusqu'en 1995 le four historique. Un enfer de 1500 degrés. Ici, c'est l'emplacement des derniers fours, l'un qui fabriquait du verre imprimé et qui a été ensuite remplacé par un dernier four électrique en raison des fabrications particulières qu'on lui a demandées, c'est-à-dire le verre de la pyramide du Louvre. Mais en 1995, Saint-Gobain quitte Saint-Gobain. C'est évidemment un choc économique pour la ville, mais aussi et surtout un choc culturel. La ville tournait autour de l'entreprise. Il y avait un dispensaire, il y avait une école privée, professionnelle. Il y avait un stade, un club de football qui tournait très bien. On avait un cinéma. Donc effectivement, Saint-Gobain, dans Saint-Gobain, c'est le poumon et le cœur à la fois. Plus de 3 siècles durant, Saint-Gobain va étendre son empire. Sur le verre, bien sûr, puis sur la chimie, les matériaux de construction. C'est aujourd'hui le plus ancien et l'un des plus puissants groupes du CAC 40. Aujourd'hui, Saint-Gobain, c'est une présence industrielle dans 66 pays, dans tous les continents, donc, avec 180 000 salariés. Et nous sommes très décentralisés, donc c'est entre environ 900 entreprises. Désormais, Saint-Gobain est partout. Sa filiale Isover est leader mondial de l'isolation avec sa laine de verre, du verre fondu qui, brassé, se transforme en une sorte de barbe à papa dont on forme d'immenses rouleaux. Un procédé mis au point en 1957 est plus que jamais d'actualité en ces temps de développement durable et d'économie d'énergie. Et dans ce laboratoire de recherche, à Aubervilliers, on travaille sur les matériaux du futur, comme des verres qui s'opacifient à la demande pour isoler des regards.
On étudie l'impact de la couleur, de la luminosité, mais aussi de l'acoustique sur le confort des utilisateurs. Une bonne acoustique dans une salle de réanimation conduit à abaisser la pression artérielle moyenne des patients de 15%, ce qui est colossal. Et dans la ville de Saint-Gobain, certains cherchent à faire revivre le glorieux passé industriel. Fabienne est membre de l'association historique qui s'est lancée un pari fou, restaurer les vieux bâtiments du XVIIIe siècle pour rendre aux Gobanais leur patrimoine séculaire. Les bordures sont les bordures d'origine. Ce jardin, autrefois la proie des ronces, est aujourd'hui ouvert aux visiteurs. Une dizaine de membres de l'association travaillaient d'arrache-pied tous les week-ends pendant 4 mois pour refaire ce jardin tel qu'il pouvait être à l'époque des directeurs dans les années 70-80. Le petit village picard de Louis XIV doit beaucoup aux maîtres verriers. Grâce à eux, le nom de Saint-Gobain est connu dans le monde entier et même au-delà. Sur la planète Mars, le robot de la NASA Curiosity contient des matériaux Saint-Gobain.